Un silence oppressant régnait dans la cabine de première classe d'Aerolux Airlines, brisé seulement par le claquement impatient d'un talon aiguille sur le sol. « Monsieur, il y a une erreur. Vous devez céder votre siège à une passagère VIP. » déclara la voix tranchante de Sophie, l'hôtesse de l'air, ces mots drapés d'une politesse feinte mais teintés d'un mépris à peine voilé. Éloi Dubois, un homme noir de 45 ans, élégant dans son costume sur mesure, leva les yeux de sa tablette, son visage marqué par une incrédulité croissante. Il occupait le siège 2 ampères, un siège qu'il avait réservé des mois à l'avance, payé à prix d'or, pour ce vol transatlantique censé être l'incarnation du luxe. Derrière Sophie se tenait Claire Beaumont, une femme blanche d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe Chanel et d'un air d'arrogance assumée, tapotant son bracelet en or comme si le temps lui appartenait. « Ce siège est le mien, toujours, » murmura-t-elle, assez fort pour que les autres passagers l'entendent, ses yeux lançant des éclairs à Éloi, comme s'il était un intrus dans son royaume. La tension monta d'un crâne. Avez-vous déjà été traité comme si vous ne méritiez pas votre place, juste à cause de votre apparence? Si cette injustice vous révolte, tapez « Justice » dans les commentaires et partagez votre histoire. Cliquez sur le bouton « Like » pour soutenir cette quête de vérité et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette histoire explosive. Éloi, PDG de TechEthic, une entreprise d'intelligence artificielle valant 2 milliards d'euros, n'était pas un passager ordinaire. Son entreprise développait des algorithmes pour éliminer les biais dans les interactions clients-entreprises, une ironie cruelle au vu de ce qui se déroulait sous ses yeux. Né dans un quartier populaire de Dakar, Éloi s'était hissé au sommet à force de travail acharné. À 12 ans, il apprenait à coder sur un ordinateur d'occasion pendant que ses camarades jouaient. À 17 ans, il perdait sa mère dans un accident tragique, promettant sur sa tombe de changer le monde pour que chacun soit jugé pour ses mérites, non pour sa couleur de peau. Cette promesse l'avait conduit à créer TechEthic dans un petit appartement parisien, codant 20 heures par jour tout en enchaînant des petits boulots. Ce jour-là, il voyageait pour prononcer un discours clé lors d'une conférence mondiale sur l'éthique technologique à New York. Il avait choisi Aerolux pour son prestige, ses sièges inclinables en lit et son service de champagne, mais surtout pour le confort nécessaire à la préparation de son discours. Pourtant, à cet instant, il était traité comme un imposteur. « Je suis membre Diamant, et voici mon billet », répondit Éloi calmement, sortant sa carte de fidélité et son boarding pass, qu'il tendit à Sophie. Son ton était posé, mais ses yeux trahissaient une lassitude face à ce genre de situation. Sophie, une hôtesse expérimentée de 8 ans chez Aerolux, examina les documents avec un sourire crispé. Une lueur de surprise traversa son regard, rapidement remplacée par une détermination froide. « Je comprends, monsieur, mais ce siège est habituellement réservé à une cliente plus importante, dit-elle, jetant un coup d'œil à Claire, qui hocha la tête avec suffisance. Une cliente régulière, membre Diamant, qui mérite ce siège, ajouta-t-elle, insistant sur « mérite », comme si Éloi était indigne. Les passagers autour commencèrent à murmurer, certains sortant discrètement leur téléphone pour filmer. Parmi eux, Camille, une étudiante en journalisme de 22 ans, assise en 3B, activa son téléphone, sentant l'injustice planer dans l'air. Un autre passager, Henri, un homme d'affaires sexagénaire en costume gris, intervint bruyamment. « Laissez donc Madame Beaumont s'asseoir. Ce n'est pas un siège pour tout le monde. » Ces mots, chargés de mépris, firent frémir plusieurs passagers, dont une femme âgée, Madame Leclerc, qui secoua la tête, choquée. Sophie, encouragée par l'intervention d'Henri, se pencha vers Éloi, son ton mielleux masquant à peine son insistance. « Monsieur, seriez-vous plus à l'aise en classe affaires? Nous avons un excellent siège là, bas. » La suggestion était claire. Éloi devait partir, non pas vers un autre siège de première classe, mais vers une classe inférieure. Éloi, toujours maître de lui, répondit fermement « Non, merci. J'ai choisi ce siège pour l'espace, car je dois travailler. C'est mon siège attribué. » Claire, debout dans l'allée, soupira théâtralement, croisant les bras. « C'est insensé. Je prends toujours ce siège sur ce vol. C'est pratiquement une tradition. »
lança-t-elle, attirant davantage l'attention. Camille, filmant discrètement, captura une scène choquante. Claire, pensant être hors de vue, glissa une liasse de billets dans la poche de Sophie, murmurant « Merci de régler ça, ma chère ». Le geste, audacieux et éhonté, fit monter la tension dans la cabine. Madame Leclerc, indignée, marmonna à son voisin « C'est une honte, payer pour humilier quelqu'un ». Oh! La situation s'envenima lorsque Antoine, le superviseur de cabine, entra en scène. Grand, imposant, avec une assurance arrogante, il s'approcha du siège d'Éloi. « Monsieur, vous devez bouger pour notre passagère VIP », déclara-t-il d'une voix forte, comme pour clore le débat. Son ton était celui d'un homme habitué à être obéi sans discussion. Éloi imperturbable répéta « Voici mon billet et ma carte diamant. Ce siège est le mien. » Antoine plissa les yeux, un rictus narquois déformant son visage. « Peut-être ne comprenez-vous pas comment ça fonctionne ici ?» dit-il, articulant lentement, comme s'il parlait à un enfant. « Nous priorisons les clients qui comptent vraiment. » Le mot « vraiment » résonna comme une gifle. Les passagers, maintenant captivés, observaient, certains mal à l'aise, d'autres outrés. Camille zooma sur Antoine, capturant son expression condescendante, tandis qu'Henri ajoutait « cruel ». Il n'a pas l'air de quelqu'un qui peut se permettre la première classe. De toute façon, Éloi, toujours calme, releva les yeux. « Vous me demandez de céder mon siège parce qu'une autre passagère le veut, malgré mon statut et mon billet ?» demanda-t-il, sa voix tranchante de clarté. Antoine, agacé, se pencha plus près, son souffle presque sur le visage d'Éloi. « Monsieur, nous pouvons faire ça gentiment, ou je peux rendre ça compliqué. À vous de choisir. » La menace, à peine voilée, fit frissonner la cabine. Madame Leclerc, outrée, chuchota « C'est du harcèlement », tandis qu'un autre passager, un jeune homme d'affaires nommé Lucas, commença à filmer lui aussi, indigné par l'injustice. Mais ce qui suivit fit bouillir le sang des spectateurs. Claire, impatiente, s'avança et glissa une autre liasse de billets dans la poche d'Antoine, disant à voix basse mais audible « Assurez-vous qu'il parte. La première classe a des standards. » Ce deuxième pot de vin, en plein jour, devant les passagers, transforma une simple dispute en un scandale flagrant. Camille, tremblante de rage, zooma sur l'échange, capturant chaque détail. Le point de non-retour fut atteint lorsque le commandant de bord, Laurent, émergea du cockpit. Son uniforme impeccable et son air autoritaire imposèrent un silence glacial. « Monsieur, nous avons une situation, commença-t-il, sa voix lourde d'une fausse neutralité. Mes collègues ont le droit de réassigner les sièges pour le confort de tous. » Éloi, encerclé par Sophie, Antoine et maintenant Laurent, resta droit, son regard perçant. « Commandant, avec tout le respect, j'ai un siège attribué et un statut diamant. Aucune règle ne m'oblige à céder ma place à une passagère qui la préfère. » Antoine, perdant patience, interrompit. « Si vous ne coopérez pas, nous devrons vous faire descendre de l'avion. » La menace, prononcée à haute voix, fit sursauter les passagers. Claire, jubilant, ajouta « Je vais rater ma réunion à cause de cette absurdité. Je n'ai jamais été si maltraité. » L'ironie de ces mots fit grimacer plusieurs passagers, dont Madame Leclerc qui murmura « Quelle hypocrisie !» Éloi, sentant l'escalade, sortit son téléphone et activa la caméra. « Je veux que tout soit clair, » dit-il calmement, filmant le trio. « On me menace d'expulsion parce que je refuse de céder mon siège attribué à une autre passagère. » Antoine, furieux, tendit la main vers le téléphone. « Filmeur est interdit », aboya-t-il, sa main frôlant l'appareil. Éloi recula son téléphone. « Aucun règlement n'interdit d'enregistrer pour ma protection tant que je n'interfère pas avec vos tâches, » répondit-il, sa connaissance légale déstabilisant Antoine. À cet instant, 2 agents de sécurité aéroportuaire montèrent à bord, leurs pas lourds résonnant dans la cabine silencieuse. Leur arrivée marqua un tournant irréversible. Les passagers retinrent leur souffle, certains filmant, d'autres murmurant leur indignation. Madame Leclerc, les larmes aux yeux, chuchota
C'est une injustice criante. Les agents, guidés par Antoine, s'approchèrent d'Éloi. « Monsieur, nous devons vous escorter hors de l'avion, » déclara l'un d'eux, son ton mécanique. Éloi, toujours digne, demanda « Quelle règle ai-je enfreinte? Je suis dans mon siège, avec un billet valide et un statut diamant. » Les agents échangèrent un regard gêné, visiblement mal à l'aise. « Vous causez une perturbation, » répondit le second, évitant son regard. Éloi hocha la tête, rassemblant ses affaires avec une lenteur délibérée. « Suis-je expulsé pour avoir refusé de céder mon siège à une autre passagère ?» demanda-t-il, regardant Laurent. Le commandant, mal à l'aise, répéta « Vous causez une perturbation. » Les mots sonnaient creux, et les passagers le savaient. Alors qu'Éloi se levait, Claire s'installa dans son siège avec un sourire triomphant, saisissant un verre de champagne offert par Sophie. « Enfin, la justice est rendue, » murmura-t-elle, assez fort pour être entendue. Henri applaudit bruyamment, ajoutant « Il n'aurait jamais dû être ici. » Ces mots, cruels et arrogants, firent bouillir le sang des autres passagers. Lucas, le jeune homme d'affaires, cria « Il n'a rien fait de mal », tandis que Camille continuait de filmer, capturant l'expression satisfaite de Claire. Mais un dernier détail fit exploser la colère des spectateurs. Alors qu'Éloi passait devant Antoine, escorté par les agents, Claire glissa une troisième liasse de billets dans la poche du superviseur, murmurant « Merci de préserver l'élégance de la première classe ». Ce geste, filmé par plusieurs téléphones, transforma l'humiliation d'Éloi en un scandale public. Dehors, dans le couloir de l'aéroport, Éloi, toujours composé, envoya un message à son bras droit, Amélie. « Ils m'ont expulsé, mais ils ont choisi la mauvaise personne à humilier. » Il passa un appel, sa voix ferme. « Amélie, réunis l'équipe juridique. C'est une discrimination flagrante. » Les agents de sécurité, sentant une erreur, commencèrent à douter. L'un d'eux, consultant son rapport, murmura « Il n'y a aucune preuve de perturbation. » Éloi, les ignorant, enregistra une note vocale détaillant chaque mot, chaque geste, chaque regard méprisant. Camille, qui l'avait suivi hors de l'avion, s'approcha, tremblante. « J'ai tout filmé, » dit-elle, lui montrant la vidéo. « C'est inacceptable, je vous envoie tout. » Éloi la remercia, son regard adouci par sa gratitude. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'était que cette vidéo allait déclencher une tempête qui ferait tomber des têtes. Le twist final du chapitre survint lorsque Amélie répondit à Éloi par message. « Ils ignorent que tu détiens 30% des parts d'Aérolux et que nous finalisions un contrat de 60 millions d'euros avec eux. Ils viennent de signer leur arrêt de mort. » La cabine, maintenant silencieuse sans Éloi, vibrait d'une tension sourde. Claire sirotait son champagne, Sophie et Antoine échangeaient des regards complices, ignorant que leur monde était sur le point de s'écrouler. Les vidéos des passagers, déjà en ligne, atteignaient des milliers de vues. L'injustice, capturée en haute définition, allait devenir l'étincelle d'une révolution. La cabine de première classe d'Aérolux Airlines, encore frémissante de l'humiliation infligée à Éloi Dubois, semblait reprendre son souffle, comme si l'expulsion d'un homme innocent pouvait être effacée par le tintement des verres de champagne. Claire Beaumont, désormais installée dans le siège 2 ampères, sirotait son verre avec une satisfaction arrogante, ignorant les regards désapprobateurs des autres passagers. Sophie, l'hôtesse, et Antoine, le superviseur, échangeaient des sourires complices dans la galerie, comptant discrètement les billets glissés par Claire. 300 € au total, une somme dérisoire pour l'humiliation d'un homme, mais un bonus appréciable pour eux. Pourtant, à des kilomètres de là, dans le monde numérique, une tempête se levait, prête à engloutir leur arrogance. La vidéo de Camille, l'étudiante en journalisme, avait atteint 100 000 vues en moins de 30 minutes, partagée frénétiquement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AéroluxRacisme. Les commentaires explosaient. « C'est une honte. Comment ose-t-il? Cet homme n'a rien fait. » Chaque partage, chaque retweet était une flamme attisant un brasier de colère publique. Dans le salon vide de l'aéroport, Éloi,
toujours calme mais animé d'une détermination froide, réunissait son équipe. Son assistante, Amélie, venait d'arriver avec leur avocat principal, maître Julien Moreau, et leur directrice de communication, Clara. Les écrans des laptops s'allumaient, les notifications clignotaient, et l'air vibrait d'une énergie vengeresse. Ce que Sophie, Antoine et Claire ignoraient, c'était qu'ils venaient de s'attaquer à l'homme qui tenait non seulement 30% des parts d'Aérolux, mais aussi les clés d'un contrat de 60 millions d'euros qui devait révolutionner leur système archaïque. L'injustice, capturée en haute définition, allait devenir leur cauchemar. À bord, l'atmosphère devenait irrespirable. Madame Leclerc, la passagère âgée, ne pouvait contenir son indignation. « C'est une honte absolue », murmura-t-elle à Lucas, le jeune homme d'affaires qui continuait de filmer. Lucas, furieux, posta sa propre vidéo sur Twitter, ajoutant un commentaire cinglant « Aérolux préfère l'argent des pots de vin à la dignité de ses clients. Honte à eux ». Sa publication, accompagnée d'images montrant Claire glissant des billets à Antoine, fut retweetée par un influenceur suivi par des millions de personnes. En quelques minutes, le hashtag #AéroluxRacisme grimpa en tête des tendances mondiales. Les passagers de la classe économique, alertés par les murmures, commencèrent à s'agiter, certains exigeant des explications auprès de l'équipage. Sophie, sentant la tension monter, tenta de calmer les esprits avec un sourire forcé. « Tout va bien, c'est juste une réorganisation des sièges. » Mais ces mots sonnaient faux, et un passager, un avocat nommé Pierre, se leva, furieux. « Une réorganisation ? Vous avez expulsé un homme pour sa couleur de peau. J'ai tout vu, et je vais témoigner. » Sa voix, forte et accusatrice, fit taire la cabine. Même Henri, l'homme d'affaires qui avait soutenu Claire, sembla soudain mal à l'aise, détournant les yeux lorsque Pierre le fusilla du regard. Pendant ce temps, au siège d'Aérolux, à Paris, l'équipe de relations publiques était en état d'alerte. Dans une salle de crise aux murs vitrés, la directrice des communications, Isabelle, fixait son écran, où la vidéo de Camille passait en boucle. Les images étaient accablantes, Sophie acceptant les billets, Antoine menaçant Éloi, Claire jubilante avec son champagne. « C'est une catastrophe », murmura Isabelle, ses mains tremblantes. Elle décrocha son téléphone pour appeler le PDG, Philippe Martin, qui était en réunion stratégique avec des investisseurs. « Monsieur Martin, nous avons un problème grave, » dit-elle, la voix brisée. Un passager a été expulsé d'un vol pour des raisons discriminatoires. La vidéo est virale. Philippe, un homme habitué à gérer les crises avec un calme glacial, sentit son estomac se nouer. « Envoyez-moi la vidéo immédiatement, » ordonna-t-il. Lorsqu'il la visionna, son visage devint livide. Chaque détail, les mots condescendants d'Antoine, le pot de vin de Claire, l'humiliation d'Éloi, était une bombe à retardement. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Isabelle hésita avant de répondre. « Éloi Dubois, PDG de Techetic. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe se laissa tomber dans son fauteuil, réalisant l'ampleur du désastre. « Techetic ? L'entreprise avec laquelle nous négocions un contrat de 60 millions ?» murmura-t-il, incrédule. Isabelle hocha la tête. « Et il possède 30% de nos actions. » À l'aéroport, Éloi, entouré de son équipe, élaborait une stratégie. Amélie, furieuse, tapa du poing sur la table. « Ils t'ont traité comme un criminel, Éloi. Nous devons les détruire. » Mais Éloi, toujours maître de ses émotions, leva la main. « Pas de destruction, Amélie. De la justice. Nous allons exposer leur culture toxique et les forcer à changer. » Clara, la directrice de communication, fit pivoter son écran. La vidéo atteint 2 millions de vues. Les médias s'emparent de l'histoire. Le Figaro et Le Monde veulent des interviews. Éloi hocha la tête. « Très bien. Préparez une déclaration. Nous exigeons des excuses publiques, la fin du contrat et la révocation immédiate de l'équipage impliqué. » Julien, l'avocat, ajouta « Nous avons assez de preuves pour un procès retentissant. Les vidéos des passagers, les témoignages et notre technologie qui a déjà détecté des biais dans les systèmes d'Aérolux.
Ils n'ont aucune défense. À cet instant, un message arriva sur le téléphone d'Éloi, envoyé par un employé anonyme d'Aérolux, Julien, un agent au sol qui avait assisté à l'incident. Monsieur Dubois, j'ai une autre vidéo. Claire Beaumont a soudoyé Antoine avant même que vous montiez à bord. Ils avaient planifié de vous déplacer. La vidéo, jointe au message, montrait Claire discutant avec Antoine dans la zone d'embarquement, lui glissant une enveloppe en murmurant « Assurez-vous que le siège 2 ampères soit libre. Je ne veux pas d'ennui. » Cette révélation, un complot prémédité, fit bouillir le sang d'Éloi, mais il resta concentré. « Envoyez ça à la presse », ordonna-t-il. Pendant ce temps, à bord, l'ambiance devenait chaotique. Pierre, l'avocat passager, confronta directement Sophie. « Vous avez accepté de l'argent pour expulser un homme innocent. Comment dormez-vous la nuit ?» Sophie, déstabilisée, balbutia. « Ce n'était qu'un malentendu. » Mais les passagers, maintenant enragés, ne l'écoutaient plus. Madame Leclerc, les larmes aux yeux, cria. « Vous avez humilié cet homme devant tout le monde. Et pourquoi? Quelques billets ?» Lucas, le jeune homme d'affaires, ajouta. « J'ai envoyé ma vidéo à BFM TV. Le monde entier va voir ce que vous avez fait. » Claire, sentant le vent tourner, tenta de se défendre. « Je suis une cliente fidèle. J'ai des droits, » lança-t-elle, mais ces mots ne firent qu'attiser la colère. Un autre passager, une femme nommée Marie, se leva, tremblante. « Il y a 2 mois, ce même équipage m'a forcé à céder mon siège parce que j'étais trop bruyante en parlant arabe au téléphone. Ils m'ont traité comme une moins que rien. » Son témoignage, poignant, fit taire la cabine. Les passagers, maintenant unis dans leur indignation, commencèrent à scander « Justice! Justice !» Sophie, paniquée, se précipita vers la galerie où Antoine tentait de joindre le siège social. « Ils vont nous virer !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Antoine, arrogant jusqu'au bout, ricana. « Ils ne toucheront pas à nous. Claire est une VIP. Elle a des relations. » Mais Claire, loin d'être intouchable, aggravait son cas. Depuis son siège, elle posta un tweet triomphant. « Enfin dans mon siège 2 ampères. Certaines personnes devraient savoir rester à leur place. Aérolux. » Le tweet, repéré par des internautes furieux, fut partagé des milliers de fois, accompagné de captures d'écran de la vidéo de Camille. Des célébrités, dont une actrice française de renom, retweetèrent en commentant « C'est une honte. Aérolux doit répondre de ses actes. » En 1 heure, le tweet de Claire devint le symbole de son arrogance, et son nom fut associé à l'Airline Karen dans les trending topics. Les médias internationaux s'emparèrent de l'histoire, avec des titres comme « Scandale Aérolux »,« Un PDG noir expulsé pour une passagère blanche » et « Corruption en première classe ». La vérité choque. Les actions d'Aérolux chutèrent de 8% en quelques heures, les investisseurs paniquant face à la crise. Au siège d'Aérolux, Philippe Martin convoqua une réunion d'urgence. Les cadres, en sueur, regardaient les écrans où les chiffres boursiers dégringolaient. Isabelle, la directrice des communications, présenta un rapport alarmant. « Nous avons perdu 10 millions d'euros de capitalisation boursière en 1 heure. Les sponsors menacent de se retirer. » Un analyste financier, Paul, interrompit. « Monsieur Martin, nos données montrent que TechEthics détient non pas 30%, mais 35% de nos actions grâce à des acquisitions discrètes ces derniers mois. Éloi Dubois peut convoquer une assemblée générale et prendre le contrôle total. » Cette révélation frappa Philippe comme un coup de massue. Il décrocha son téléphone pour appeler Éloi, espérant désamorcer la situation. « Monsieur Dubois, je suis désolé pour cet incident inexcusable, » commença-t-il, sa voix tremblante. Éloi, de l'autre côté, répondit avec un calme glacial. « Monsieur Martin, vos excuses ne suffisent pas. Votre équipage a accepté des pots de vin pour discriminer un passager. J'exige une réunion immédiate du conseil d'administration. Mes avocats préparent déjà les prochaines étapes. » Philippe, désespéré, tenta de négocier. « Peut-être pourrions-nous discuter d'une compensation ?» Mais Éloi coupa court. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de justice.
One. À l'aéroport, Julien, l'agent au sol qui avait envoyé la vidéo à Éloi, fut convoqué par son supérieur, un homme nommé Marc. « Tu as envoyé cette vidéo, n'est-ce pas ?» demanda Marc, furieux. Julien, un jeune employé de 25 ans, hocha la tête. « J'en avais assez de voir ce genre de choses se produire. L'année dernière, ils ont humilié une famille indienne pour les mêmes raisons. Je ne pouvais plus me taire. » Marc, loyal à la direction, le menaça. « Tu vas perdre ton emploi pour ça. » Mais Julien, galvanisé par l'élan de justice, répondit « Si Aerolux soutient ce genre de comportement, je ne veux pas travailler pour vous. » Sa bravoure, relayée plus tard sur les réseaux sociaux, inspira des milliers de personnes qui le surnommèrent le lanceur d'alerte de l'aéroport. Dans le salon VIP, Éloi reçut un appel de Camille, qui venait d'envoyer sa vidéo à plusieurs rédactions. « Monsieur Dubois, je viens de parler à une amie journaliste. Elle dit que d'autres passagers d'anciens vols ont des histoires similaires avec cet équipage. Ils ciblent systématiquement les minorités. » Cette révélation, un schéma de discrimination répété, fit monter la colère d'Éloi à un niveau inédit. Il se tourna vers Clara. « Publiez notre déclaration maintenant. Dites au monde qu'Aerolux a une culture de corruption et de racisme. Et annoncez que nous suspendons le contrat de 60 millions. » Clara tapa frénétiquement sur son clavier, tandis qu'Amélie ajoutait « Nous avons des enregistrements de leurs systèmes internes, grâce à notre technologie. Ils ne peuvent pas nier. » À cet instant, un nouveau message arriva, cette fois d'un passager anonyme du vol. Il contenait une autre vidéo, montrant Antoine, des semaines plus tôt, riant avec Sophie après avoir forcé un passager asiatique à quitter la première classe pour manque de tenue. Ce nouvel élément, prouvant un comportement systématique, était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Alors que le vol atterrissait, les passagers descendirent, furieux, partageant leurs vidéos et témoignages. Marie, la passagère qui avait révélé son expérience d'humiliation, fut interviewée par un journaliste local à l'aéroport. « Ils m'ont traité comme une criminelle parce que je parlais arabe, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Cet équipage est pourri, et Aerolux le sait depuis longtemps. » Son histoire, relayée par les chaînes nationales, ajouta une nouvelle couche d'indignation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des appels au boycott d'Aerolux. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège de la compagnie à Paris, des pancartes proclamant « Non au racisme dans les airs » et « Justice pour Éloi ». À bord, Sophie et Antoine, désormais conscients de la tempête, commencèrent à paniquer. « Ils ne peuvent pas nous virer pour ça, si ?» murmura Sophie. Blême. Antoine, toujours arrogant, répondit « Claire nous protégera. Elle connaît du monde. » Mais leur confiance s'effritait, car, au siège, Philippe Martin venait de recevoir un courriel d'Éloi. « Vous avez 24 heures pour agir, ou je convoque une assemblée générale pour destituer le conseil. » Le twist final du chapitre éclata comme une bombe. Un document fuité, envoyé par Julien, révélait que Claire Beaumont n'était pas seulement une cliente VIP, mais une ancienne consultante d'Aerolux qui avait influencé leur politique de priorité VIP pour favoriser les clients riches et blancs. Cette découverte, publiée par Le Monde, transforma la colère publique en un ouragan incontrôlable, prêt à balayer Aerolux de la carte. L'ouragan numérique déclenché par l'expulsion d'Éloi Dubois atteignait son apogée, les flammes de l'indignation publique ravageant la réputation d'Aerolux Airlines. Le hashtag #AeroluxRacisme dominait les réseaux sociaux, avec plus de 10 millions de mentions en quelques heures, et les actions de la compagnie avaient chuté de 15% à la clôture des marchés. Les vidéos des passagers, montrant l'arrogance de Claire Beaumont, les pots de vin acceptés par Sophie et Antoine, et l'inaction du commandant Laurent, tournaient en boucle sur les chaînes d'information. Mais ce n'était que le prélude. Dans une salle de conférence austère du siège d'Aerolux à Paris, le PDG Philippe Martin, le visage blême, fixait l'écran où les chiffres boursiers s'effondraient comme un château de cartes. À ses côtés, son équipe exécutive, en sueur, tentait de contenir une crise qui menaçait de détruire l'entreprise. Pendant ce temps, Éloi Dubois,
entouré de son équipe dans un bureau improvisé à l'aéroport, préparait son entrée dans l'arène. Son calme, presque surnaturel, masquait une colère froide, alimentée par des années de lutte contre les injustices qu'il avait subies et observées. Les révélations de Julien, l'agent au sol, sur les pratiques systématiques de discrimination d'Aérolux et la découverte que Claire Beaumont avait influencé les politiques de la compagnie avaient transformé cette affaire en une guerre ouverte. Éloi n'était plus seulement une victime, il était devenu le fer de lance d'une révolution. Alors que le conseil d'administration se réunissait dans une salle aux murs de verre, la tension était palpable, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Ce qui allait se dérouler dans les prochaines heures ne serait pas seulement une confrontation, mais un séisme qui ébranlerait Aérolux jusqu'à ses fondations. Dans la salle du conseil, les membres, certains encore en tenue de golf, d'autres visiblement arrachés à des dîners familiaux, échangeaient des regards nerveux. Philippe Martin, tentant de reprendre le contrôle, ouvrit la réunion avec une voix tremblante. « Mesdames et messieurs, nous faisons face à une crise sans précédent. Nous devons agir vite pour limiter les dégâts. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, les portes s'ouvrirent brutalement. Éloi Dubois entra, flanqué d'Amélie, sa directrice des opérations, de maître Julien Moreau, son avocat, et de Clara, sa directrice de communication. Son costume, le même qu'il portait lors de son expulsion humiliante, était un rappel silencieux mais puissant de l'injustice subie. Les murmures cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers lui. Éloi s'assit au bout de la table, son regard perçant balayant l'assemblée. « Monsieur Martin, commença-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame, votre compagnie a non seulement violé mes droits, mais aussi ceux de nombreux autres passagers. Votre équipage a accepté des pots de vin pour me discriminer. Votre silence face à ces pratiques est une complicité. » Philippe, mal à l'aise, tenta de répondre. « Monsieur Dubois, nous sommes profondément désolés. Cet incident ne reflète pas nos valeurs. » Mais Éloi le coupa net. « Vos valeurs ? Votre compagnie a une culture de corruption et de racisme, documentée par des années de plaintes ignorées. J'exige la révocation immédiate de Sophie, Antoine et Laurent, et la rupture de notre contrat de 60 millions d'euros. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Thérèse, l'assistante de Philippe, une femme d'une quarantaine d'années connue pour son dévouement aveugle à la direction, osa intervenir. « Monsieur Dubois, pourrions-nous envisager des suspensions plutôt que des licenciements? Ces employés ont des années d'expérience et nos accords syndicaux. » Éloi la fixa, son regard si intense qu'elle s'interrompit. « Des suspensions ?» répéta-t-il, sa voix montant pour la première fois. « Vous parlez de protéger des gens qui ont vendu la dignité d'un passager pour 300 €, qui ont humilié des dizaines d'autres avant moi. » Il fit un signe à Clara, qui activa un écran géant. Une nouvelle vidéo, fournie par un passager anonyme, apparut. Elle montrait Antoine, lors d'un vol précédent, riant avec Sophie après avoir forcé un passager asiatique, Monsieur Chen, à quitter la première classe sous prétexte qu'il ne correspondait pas au profil des VIP. Antoine, dans la vidéo, lançait « Ces gens-là n'ont rien à faire ici ». Les membres du conseil retinrent leur souffle, horrifiés. Un homme, Bernard, un actionnaire influent, murmura « C'est inadmissible ». Mais ce n'était que le début. Éloi se leva, sa présence dominant la pièce. « Tech-Éthique a analysé vos systèmes internes pendant des mois, dans le cadre de notre partenariat potentiel. Nos algorithmes ont détecté 127 cas de discrimination avérés par votre personnel au cours des 3 dernières années. Vous avez étouffé ces plaintes, payé des avocats pour intimider les victimes, et continué comme si de rien n'était. » Il fit une pause, laissant ces mots s'imprégner. « Vous pensiez que j'étais juste un passager à évincer. Vous avez oublié que je détiens 35% de vos actions. » Cette révélation, bien que connue de Philippe, frappa les autres membres comme une bombe. Une femme, Catherine, membre du conseil, balbutia. « 35%? Cela vous donne ?» Éloi compléta. « Le contrôle effectif, avec mes partenaires stratégiques. Je peux destituer ce conseil aujourd'hui, même si je le souhaite. » La salle plongea dans le chaos,
les membres échangeant des regards paniqués. Philippe, désespéré, tenta une dernière défense. « Monsieur Dubois, nous pouvons réparer cela. Une compensation, une enquête interne. » Mais Éloi, implacable, répondit « Ce n'est pas négociable. Vous avez 24 heures pour licencier l'équipage et annuler le contrat, ou je vends mes parts. Votre compagnie ne survivra pas à la chute boursière. » Pendant ce temps, dans une salle de réunion au 3e étage, Sophie, Antoine et Laurent attendaient, convoqués par la direction des ressources humaines. L'atmosphère était lourde, leurs visages tendus par l'incertitude. Sophie, nerveuse, triturait ses mains. « Ils ne vont pas nous virer, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Antoine, toujours arrogant, ricana. « Ils ont besoin de nous. Claire a des contacts au conseil. Elle nous couvrira. » Laurent, le commandant, restait silencieux, son regard fixé sur le sol, comme s'il pressentait le désastre. La porte s'ouvrit, et la directrice des ressources humaines, Madame Dubois, aucun lien avec Éloi, entra, accompagnée de 2 agents de sécurité et d'un avocat. Elle posa 3 dossiers sur la table, son visage impassible. « Votre emploi chez Aérolux est terminé avec effet immédiat, » déclara-t-elle. Le choc fut immédiat. Sophie étouffa un sanglot, Antoine bondit de sa chaise. « C'est ridicule, nous suivions les ordres. » Ce passager était un fauteur de troubles. Madame Dubois fit pivoter son ordinateur portable, lançant la vidéo virale. Les images étaient implacables, les pots de vin, les menaces, l'humiliation d'Éloi. Puis une deuxième vidéo, celle d'Antoine ridiculisant M. Chen, fut diffusée. « Était-ce aussi suivre les ordres ?» demanda-t-elle, son ton glacial. Antoine blêmit, incapable de répondre. Sophie, en larmes, murmura. « Je savais que c'était mal, mais j'avais peur de perdre mon travail. » Laurent, brisé, ajouta « J'ai fait confiance à mon équipage. C'était une erreur. » Madame Dubois secoua la tête. « Vous avez trahi non seulement un passager, mais la confiance de tous ceux qui volent avec nous. Et savez-vous qui était cet homme? Éloi Dubois, PDG de Techetic, et notre plus grand actionnaire. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Sophie s'effondra en sanglots, Antoine fixa le vide, et Laurent ferma les yeux, accablé. « Vous serez escortés pour récupérer vos affaires et quitter les lieux, » conclut Madame Dubois. Alors qu'ils étaient conduits hors de la pièce, Antoine murmura, amer. « Tout ça pour 300 €. » Leur humiliation, filmée par un employé anonyme, fut partagée en ligne, ajoutant une nouvelle couche de justice poétique à l'histoire. Sur les réseaux sociaux, les internautes jubilaient. « Ils l'ont mérité ! Honte à Aérolux !» Mais un nouveau scandale éclata lorsque Julien, l'agent au sol lanceur d'alerte, envoya un autre document à Éloi. Une note interne d'Aérolux, datant de 2 ans, signée par Claire Beaumont en tant que consultante. Elle recommandait explicitement de prioriser les clients à fort pouvoir d'achat, en particulier ceux correspondant au profil démographique majoritaire, un euphémisme à peine voilé pour favoriser les passagers blancs et riches. Cette note, publiée par Mediapart, déclencha une nouvelle vague d'indignation. Les manifestations devant le siège d'Aérolux s'intensifièrent, avec des pancartes proclamant « Stop à la corruption » et « Justice pour tous ». De retour dans la salle du conseil, Éloi projetait la note de Claire sur l'écran, chaque mot amplifiant la colère des actionnaires. « Votre compagnie a institutionnalisé la discrimination », déclara-t-il, sa voix vibrant d'une rage contenue. « Vous avez laissé des employés comme Antoine et Sophie agir en toute impunité sous les ordres de personnes comme Claire Beaumont. » Catherine, la membre du conseil, tenta de défendre la compagnie. « Nous ne savions pas que ces pratiques étaient si répandues. » Mais Éloi la coupa. « Vous saviez. Nos audits l'ont prouvé. Vous avez choisi d'ignorer. » Il fit un geste à Julien, son avocat, qui distribua un dossier épais à chaque membre. « Voici les preuves. 127 cas documentés, des courriels internes, des plaintes étouffées. Vous ne pouvez plus vous cacher. » Bernard, l'actionnaire, explosa. « Comment avons-nous laissé cela arriver? Nous sommes ruinés. » Philippe, au bord de l'effondrement, murmura. « Que voulez-vous, monsieur Dubois ?» Éloi, inflexible, répondit.
La justice. Licenciez l'équipage. Annulez le contrat. Et mettez en place une formation obligatoire contre les biais pour tous vos employés, supervisée par Tech Ethics. Sinon, je vends mes parts, et vos investisseurs suivront. À l'extérieur, la tempête médiatique atteignait des sommets. Une chaîne d'information diffusa une interview de Marie, la passagère qui avait été humiliée pour avoir parlé arabe. « J'ai écrit à Aerolux pour me plaindre », révéla-t-elle en larmes. Ils m'ont répondu que c'était une erreur de communication. Ils m'ont offert un bon de 50 €, comme si ma dignité valait si peu. Son témoignage, poignant, galvanisa les internautes, qui lancèrent une pétition pour boycotter Aerolux, recueillant 500 000 signatures en quelques heures. Pendant ce temps, Claire Beaumont, retranchée dans son hôtel de luxe à New York, continuait d'aggraver son cas. Dans une story Instagram, elle écrivit « Tout ce drame pour un siège, certaines personnes exagèrent. Je suis B. » Le message, capturé avant qu'elle ne le supprime, fut partagé des millions de fois, son arrogance devenant le carburant d'une colère collective. Des influenceurs, des politiques et même des concurrents d'Aerolux s'exprimaient, condamnant la compagnie. Air France tweeta « Chez nous, chaque passager est traité avec respect, quel que soit son siège. » Cette humiliation publique fut un coup dur pour Philippe, qui voyait ses rêves de modernisation s'effondrer. Dans un dernier twist dévastateur, Julien, l'agent au sol, envoya à Éloi un enregistrement audio, obtenu auprès d'un collègue du service informatique. Il s'agissait d'une conversation entre Claire et un ancien cadre d'Aerolux, dans laquelle elle disait « Nous devons maintenir une certaine image en première classe. Vous savez de quoi je parle. Pas de diversité qui dérange nos VIP. » Cet enregistrement, diffusé par France Info, fut la goutte d'eau. Les actions d'Aerolux chutèrent de 20% supplémentaires et les sponsors annoncèrent leur retrait. Philippe, désormais acculé, convoqua une conférence de presse d'urgence. Tremblant, il déclara « Aerolux reconnaît ses erreurs et s'engage à prendre des mesures immédiates. » Mais les internautes, furieux, commentèrent « Trop tard ». Éloi, regardant la conférence depuis son bureau, murmura à Amélie « Il pense que des mots suffiront. Il se trompe. » La salle du conseil, maintenant plongée dans le chaos, se préparait à une décision historique. Éloi, tenant les rênes, n'était plus seulement un passager humilié. Il était le catalyseur d'un changement inéluctable, prêt à transformer Aerolux ou à l'anéantir. La tempête déclenchée par l'humiliation d'Éloi Dubois avait atteint un crescendo apocalyptique, engloutissant Aerolux Airlines dans un maelstrom de colère publique et de conséquences financières. Les actions de la compagnie avaient chuté de 25% en une journée, les sponsors s'étaient retirés en masse et les manifestations devant le siège parisien s'étaient multipliées avec des pancartes brandissant des slogans comme « Justice pour Éloi » et « Non au racisme dans les airs ». Les vidéos virales, les témoignages accablants de passagers comme Marie et l'enregistrement audio révélant l'implication de Claire Beaumont dans les politiques discriminatoires d'Aerolux avaient transformé l'incident en un scandale mondial. Dans la salle du conseil, Éloi, avec ses 35% de parts et son autorité incontestable, tenait le sort de la compagnie entre ses mains. Philippe Martin, le PDG, était au bord de l'effondrement, son empire de luxe aérien menaçant de s'écrouler sous le poids de ses propres fautes. Sophie, Antoine et Laurent, désormais licenciés, erraient dans l'incertitude, tandis que Claire, retranchée dans son arrogance, ignorait encore l'ampleur des conséquences de ses actes. Mais ce n'était que le début. Ce chapitre final allait voir la justice s'abattre comme un marteau, tandis qu'une lueur de rédemption, fragile mais réelle, commencerait à poindre, portée par la vision des lois pour un changement systémique. Au siège d'Aerolux, l'auditorium principal était bondé. Des centaines d'employés, des bagagistes au cadre supérieur, s'étaient rassemblés pour une annonce sans précédent. Philippe Martin monta sur scène, son visage marqué par l'épuisement et la peur. À ses côtés, Éloi Dubois, droit et imposant, incarnait une autorité silencieuse mais écrasante. Aujourd'hui, Aerolux a failli à ses valeurs fondamentales, commença Philippe, sa voix tremblante.
L'incident impliquant M. Éloi Dubois a révélé des failles profondes dans notre culture. Nous prenons des mesures immédiates pour y remédier. Les murmures dans la salle s'intensifièrent, certains employés hochant la tête, d'autres baissant les yeux, honteux. Éloi prit la parole, sa voix résonnant avec une force qui imposa le silence. « Ce qui m'est arrivé n'est pas un incident isolé, déclara-t-il, ses mots tranchants comme des lames. C'est le symptôme d'une culture toxique que vous avez laissé prospérer. Votre compagnie a ignoré des plaintes, étouffé des victimes, et permis à des employés comme Sophie, Antoine et Laurent de discriminer en toute impunité. Mais aujourd'hui, cela change. » Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer l'assemblée. « À compter de demain, Aérolux suspendra tous ses vols pendant 72 heures pour une formation obligatoire contre les biais développée par Teketic. Chaque employé, du PDG aux agents au sol, y participera. » Les gaspes audibles dans la salle reflétaient l'ampleur de l'annonce. Une interruption de 72 heures coûterait des dizaines de millions d'euros. Mais le message était clair. La justice ne pouvait attendre. Dans une salle annexe, Sophie, Antoine et Laurent faisaient face aux ruines de leur carrière. Escortés hors du bâtiment la veille, ils avaient passé la nuit à ruminer leur chute. Sophie, en larmes, fixait son téléphone, où les notifications de rejet d'emploi s'accumulaient. « Aucun transporteur ne veut de moi, » murmura-t-elle, brisée. 8 ans de service, réduit à néant à cause d'une erreur. Antoine, toujours dans le déni, frappa du poing sur la table. « Ce n'est pas juste, nous faisions notre travail. Claire nous a manipulés. » Laurent, le commandant, restait silencieux, son regard hanté par le poids de sa complicité. Une lettre de Lacher, reçue ce matin-là, leur offrait une maigre compensation. 2 semaines de salaire, une générosité qu'ils ne méritaient pas, selon les termes froids du document, mais un nouveau choc les attendait. Une vidéo, publiée par un employé anonyme, montrait Antoine, lors d'un vol antérieur, riant avec un collègue après avoir forcé une famille maghrébine à descendre pour raisons de sécurité infondées. Les commentaires en ligne étaient impitoyables. Des monstres, ils méritent pire. La réputation d'Antoine, autrefois un superviseur respecté, était en lambeaux. Sophie, confrontée à ses propres actions, éclata en sanglots. « J'ai vu l'argent et je l'ai pris », avoua-t-elle. « J'ai laissé ma peur de perdre mon emploi me transformer en quelqu'un que je déteste. » Laurent, enfin, murmura. « J'ai trahi tout ce que j'ai appris en 30 ans de vol. J'ai cru en la hiérarchie, pas en l'humanité. » Pendant ce temps, Claire Beaumont, cloîtrée dans son hôtel de luxe à New York, voyait son monde s'effondrer. Son entreprise, une firme de conseil international, l'avait mise en congé administratif après que son nom fut associé au scandale. Ses amis, autrefois si promptes à vanter ses relations, l'évitaient désormais. Sur les réseaux sociaux, elle était surnommée « la Karen d'Aérolux », son visage placardé sur des mèmes humiliants. Mais elle refusa de se taire. Dans une interview télévisée, elle tenta de se défendre. « J'ai simplement demandé mon siège habituel. Ce n'était pas une question de race, mais de droit. » Ces mots, empreints d'une arrogance aveugle, ne firent qu'attiser la fureur publique. Un tweet viral répondit « Claire Beaumont pense que l'argent achète la dignité. Honte à elle. » Puis, un nouveau coup de théâtre éclata. Julien, l'agent au seul lanceur d'alerte, envoya à Éloi un courriel interne d'Aérolux, datant de 3 ans, où Claire, alors consultante, écrivait « Les clients VIP doivent être traités comme des rois. Si cela signifie déplacer des passagers moins adaptés, faites-le discrètement. » Ce document, publié par Le Monde, révéla que Claire n'était pas seulement une passagère arrogante, mais une architecte des politiques discriminatoires d'Aérolux. Les internautes explosèrent. Elle a créé ce système pourri. Qu'elle soit bannie à vie. Aérolux, sous pression, annonça une interdiction permanente de Claire, une décision saluée par des millions de personnes. Dans l'auditorium, Éloi poursuivit son discours, sa voix gagnant en intensité. « Ce n'est pas seulement une question de punition, » déclara-t-il, ses yeux balayant la foule. « C'est une question de transformation. Ce qui m'est arrivé serait tout aussi grave si j'avais été un enseignant, un étudiant ou un ouvrier. Chaque passager mérite le respect.
Il fit un geste, et Clara projeta des statistiques sur l'écran. 127 cas de discrimination documentés, 85% impliquant des minorités ethniques. Les employés, choqués, murmurèrent entre eux. Une agente de bord, Sophie-Anne, se leva, tremblante. « Monsieur Dubois, je suis horrifié. J'ai vu des collègues ignorer des plaintes, mais je n'ai jamais osé parler. Aujourd'hui, je le fais. » Son courage, applaudi par certains, galvanisa l'assemblée. Éloi hocha la tête. « Merci. Votre voix compte. Ensemble, nous allons reconstruire Aérolux. » Philippe, sous pression, annonça des mesures radicales. Une révision complète du manuel des employés, interdisant explicitement les cadeaux ou paiements pour un traitement préférentiel, et une protection pour les lanceurs d'alerte comme Julien. Mais le coût était colossal. La suspension de 72 heures coûterait 50 millions d'euros, et la formation, supervisée par Tech-Ethic, des millions supplémentaires. Pourtant, c'était un prix que la compagnie devait payer pour survivre. Les semaines suivantes marquèrent une transformation sans précédent. Des salles de conférences à travers le pays furent converties en centres de formation où les employés, du PDG aux bagagistes, furent confrontés à leurs biais à travers des simulations immersives conçues par les psychologues et experts en IA de Tech-Ethic. Éloi participa personnellement à plusieurs sessions, partageant son histoire. « J'ai grandi en croyant que le travail acharné suffisait », dit-il à un groupe d'employés sceptiques. Mais ce jour-là, dans votre avion, j'ai été traité comme un criminel à cause de ma peau. Cela arrive à des milliers de personnes sans ma voix ou mes ressources. Vous avez le pouvoir de changer cela. Ces mots, crus et puissants, brisèrent les défenses de nombreux employés. Une agente au sol, Amina, pleura en confessant « J'ai vu des collègues ignorer des passagers noirs ou arabes. Je n'ai rien dit, par peur. Je veux être meilleur. » Cette honnêteté, encouragée par le programme, marqua le début d'un changement culturel. Mais les conséquences continuèrent pour les fautifs. Sophie, Antoine et Laurent, désormais persona non grata dans l'industrie, faisaient face à un avenir sombre. Sophie tenta de postuler à des emplois dans des compagnies régionales, mais chaque entretien se terminait par la même question. « Vous êtes l'hôtesse de la vidéo Aérolux, n'est-ce pas ?» Antoine, rejeté par toutes les compagnies aériennes, sombra dans l'amertume, passant ses journées à lire les commentaires haineux en ligne. Laurent, avec ses 30 ans d'expérience, trouva toutes les portes fermées. « J'ai tout perdu pour une minute de lâcheté », murmura-t-il lors d'une session de thérapie imposée par son avocat. Claire, quant à elle, fut licenciée par sa firme de conseil après que des clients menacèrent de rompre leur contrat. Son nom, synonyme de scandale, la poursuivait partout. Dans un moment de désespoir, elle posta une vidéo d'excuses sur YouTube, pleurant. « Je ne voulais pas causer tout ça. Je voulais juste mon siège. » Mais les internautes impitoyables commentèrent. « Trop tard, Karen. » Un twist final, dévastateur, survint lors d'une conférence de presse organisée par Éloi. Il annonça la création du programme « Seconde chance », financé par sa fondation, pour offrir une réhabilitation aux personnes ayant perdu leur emploi à cause d'incidents de biais. La justice ne signifie pas la punition éternelle, expliqua-t-il, sa voix empreinte d'une compassion inattendue. C'est donner une chance de changer à ceux qui reconnaissent leurs erreurs. À la surprise générale, Sophie, Antoine et Laurent furent parmi les premiers participants. Le programme, rigoureux, les obligea à affronter leurs préjugés à travers des ateliers intensifs. Sophie, brisée mais déterminée, partagea lors d'une session « J'ai trahi mes valeurs pour de l'argent. Je veux prouver que je peux changer. » Antoine, initialement réticent, craqua lors d'un exercice, confessant « J'ai grandi dans un environnement où les préjugés étaient normaux. Je ne l'ai jamais remis en question jusqu'à ce que ça me coûte tout. » Laurent, le plus âgé, trouva un nouveau but en devenant formateur dans le programme, enseignant aux autres les dangers de la complicité passive. « J'ai échoué Éloi, dit-il, les larmes aux yeux, mais je ne veux pas échouer les autres. » 6 mois plus tard, Aérolux émergeait transformé. Les audits indépendants confirmaient une amélioration spectaculaire. Pour la première fois,
les passagers noirs, arabes et asiatiques rapportaient des expériences de service équivalentes à celles des passagers blancs, un exploit inédit dans l'industrie. Les chiffres de fréquentation augmentèrent de 15% et les scores de satisfaction des employés atteignirent un record. Éloi, dans une réunion privée avec Philippe, examina les rapports. « Vous avez fait des progrès », reconnut-il, refermant le dossier. « Mais ce n'est que le début. Le changement doit être permanent. » Philippe, marqué par les mois écoulés, hocha la tête. « Cet incident nous a forcés à regarder nos erreurs en face. Merci de nous avoir donné une chance de nous racheter. » Les deux hommes se serrèrent la main, non comme amis, mais comme partenaires dans une mission commune. Dans un dernier twist, un courriel anonyme arriva à Éloi, contenant un enregistrement d'une réunion secrète du conseil d'Aérolux, datant de 4 ans. Claire Beaumont, alors membre du conseil, y déclarait « Nous devons protéger l'image de luxe d'Aérolux, même si cela signifie écarter certains passagers. » Cette preuve, publiée par France 24, scella son sort. Son entreprise la licencia définitivement et elle fut poursuivie pour complicité dans des pratiques discriminatoires. La nouvelle, accueillie par une vague de satisfaction publique, renforça l'idée que la justice, bien que lente, était inéluctable. Aérolux, sous la supervision d'Éloi, devint un modèle d'inclusion, prouvant que la confrontation, bien que douloureuse, pouvait engendrer un progrès durable. Éloi, regardant par la fenêtre du siège, murmura « Parfois, la justice n'est pas une punition, c'est une transformation. » L'histoire d'Éloi Dubois, un PDG noir humilié et expulsé de son siège en première classe par Aerolux Airlines pour satisfaire une passagère blanche arrogante, est bien plus qu'un simple scandale. Elle est un miroir tendu à la société, révélant les injustices profondément enracinées dans les institutions et les comportements humains. En tant que Français, où l'idéal de liberté, égalité, fraternité est gravé dans notre identité nationale, cette histoire résonne avec une force particulière, nous poussant à réfléchir à nos propres valeurs et à nos actions quotidiennes. À travers le prisme de la culture française, marquée par un attachement à la justice sociale et à la dignité humaine, cette affaire soulève des questions essentielles sur la discrimination, le courage et la responsabilité collective. Voici mes réflexions sur cette histoire et les leçons qu'elle nous enseigne, applicables à notre vie quotidienne, suivies d'un appel à l'action pour soutenir cette quête de justice. L'humiliation d'Éloi Dubois, un homme qui, par son travail acharné et son talent, a atteint les sommets de la réussite, est un rappel brutal que le mérite ne protège pas toujours contre les préjugés. En France, où nous célébrons l'égalité comme un pilier républicain, cette histoire choque profondément. Elle met en lumière une vérité dérangeante. Même dans des environnements sophistiqués comme une cabine de première classe, les biais raciaux persistent, souvent masqués par une politesse de façade ou des justifications fallacieuses. L'arrogance de Claire Beaumont, qui considérait le siège d'Éloi comme le sien par droit d'habitude, reflète une mentalité d'élitisme et d'entitlement qui va à l'encontre des valeurs d'égalité que nous chérissons. De même, la complicité de l'équipage, Sophie, Antoine et Laurent, montre comment la peur de perdre un emploi ou la quête de petits avantages peut corrompre l'intégrité. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le courage d'Éloi face à l'injustice. Malgré l'humiliation publique, il a gardé son calme, utilisant sa position et ses ressources pour exiger un changement systémique plutôt que de chercher une vengeance personnelle. Cette retenue, empreinte de dignité, résonne avec la philosophie française d'agir avec raison et mesure, même dans la tempête. Elle contraste avec l'impulsivité d'Antoine, qui a menacé Éloi, ou l'opportunisme de Sophie, qui a accepté des pots de vin. L'histoire nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à défendre ses droits sans perdre son humanité. Un autre aspect poignant est le rôle des témoins, comme Camille, l'étudiante qui a filmé l'incident, ou Julien, l'agent au sol, qui a dénoncé les pratiques internes. Leur courage reflète une valeur française clé, la solidarité. Dans notre culture, marquée par des mouvements comme Mai 68 ou les manifestations pour la justice sociale, l'acte de s'élever contre l'injustice, même au risque de représailles,
est un symbole de responsabilité citoyenne. Ces héros anonymes nous rappellent que le changement commence par des individus prêts à agir, même dans l'ombre. Leçon appliquée à la vie quotidienne. Reconnaître et combattre les préjugés. Cette histoire nous enseigne que les biais, qu'ils soient raciaux, sociaux ou économiques, sont souvent inconscients, mais omniprésents. Dans notre vie quotidienne, nous devons nous interroger sur nos propres jugements. Par exemple, au travail, évitons de favoriser quelqu'un en raison de son apparence ou de son statut social. En France, où la diversité est une richesse, nous pouvons promouvoir l'inclusion en valorisant les mérites individuels, comme Éloi l'a fait toute sa vie. Le courage de dire non. Sophie a succombé à la pression d'accepter un pot de vin par peur de perdre son emploi. Nous devons apprendre à dire non face à des pratiques injustes, même si cela implique des risques. Que ce soit en refusant de participer à une blague discriminatoire ou en signalant un comportement inapproprié au travail, chaque petit acte de courage compte. Comme Camus l'a écrit, la liberté n'est rien si elle ne s'accompagne pas de la responsabilité. La puissance de la solidarité, Camille et Julien, nous montrent que le silence est complice. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons être des alliés actifs. Par exemple, si nous voyons une injustice dans un magasin, un métro ou un bureau, intervenir poliment ou signaler l'incident peut faire la différence. En France, où la devise « fraternité » est sacrée, soutenir les victimes d'injustice est un devoir. La rédemption par l'action, le programme Seconde Chance d'Éloi, offrant une réhabilitation à Sophie, Antoine et Laurent, nous enseigne que la justice ne doit pas seulement punir, mais aussi transformer. Dans nos cercles personnels, nous pouvons donner une chance à ceux qui reconnaissent leurs erreurs, en les encourageant à apprendre et à changer. Cela reflète l'humanisme français, inspiré par des penseurs comme Victor Hugo, qui croyaient en la rédemption par le progrès. Utiliser sa voix pour le changement, Éloi a utilisé son influence pour forcer Aérolux à se réformer. Chacun de nous, à son échelle, peut faire entendre sa voix, que ce soit par un vote, une pétition ou un post sur les réseaux sociaux. En France, où le débat public est vibrant, s'exprimer pour défendre la justice est un acte puissant. Cette histoire d'injustice et de triomphe nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de changer le monde, un geste à la fois. Si l'histoire d'Éloi vous a indigné, si vous croyez en la justice et en l'égalité, alors agissez maintenant. Cliquez sur le bouton « Like » pour montrer votre soutien à cette quête de vérité. Partagez cette vidéo pour que le monde entier entende ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires qui inspirent le changement. Et dans les commentaires, tapez « Justice pour tous » pour rejoindre le mouvement contre la discrimination. Ensemble, faisons résonner la voix de la justice, à la française, avec cœur et conviction.